De El Mayo en fauteuil roulant à Quintero, affichant un air désolé, et il y a El Chapo montrant des remords. Il s'agit de chefs de cartel qui ont autrefois régné sur la pègre mexicaine, mais qui sont aujourd'hui réduits à des accusés désespérés qui implorent la pitié dans les salles d'audience. Rafael Caro Quintero, le bilan final du cofondateur du cartel de Guadalajara. La comparution de Rafael Caro Quintero, le 28 février 2025 devant le tribunal fédéral de Brooklyn, a marqué l'aboutissement d'une chasse à l'homme de 4 décennies qui a débuté par l'un des crimes les plus odieux de l'histoire de la DEA. Devant le juge, Frédéric Bloch, le cofondateur du cartel de Guadalajara, âgé de 72 ans, a plaidé non coupable d'accusations susceptibles d'entraîner la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. L'homme qui avait échappé à la justice pendant près de 40 ans après avoir orchestré le meurtre brutal de l'agent spécial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, devait maintenant faire face au poids de la justice américaine dans une salle d'audience stérile de Brooklyn, bien loin des ranges tentaculaires et des complexes cachés où il régnait autrefois en tant qu'empereur des narcotiques. Caro Quintero a été arrêté le 15 juillet 2022 par la marine mexicaine à Sinaloa, au Mexique, lors d'une opération au cours de laquelle un chien de la marine l'a trouvé caché dans des buissons, comme un fugitif ordinaire, et non comme le légendaire baron de la drogue qu'il avait été. L'ironie de la situation était palpable. L'homme qui avait dirigé de vastes entreprises criminelles et corrompu des institutions gouvernementales entières en était réduit à se recroqueviller dans la végétation, découvert par un officier canin. Sa capture représentait non seulement la fin de sa liberté, mais aussi la clôture d'un chapitre qui avait hanté les relations entre les États-Unis et le Mexique pendant des décennies. Les accusations portées contre Caro Quintero découlent de son rôle dans l'enlèvement, la torture et le meurtre, en 1985, de l'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Un crime qui a tendu les relations entre les États-Unis et le Mexique et qui a conduit à son inscription sur la liste des personnes les plus recherchées par la DEA pendant des décennies. Au-delà de ce meurtre tristement célèbre, il est accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle continue qui englobait de vastes opérations de trafic de stupéfiants. Les charges retenues contre lui sont assorties d'une peine maximale de mort ou d'emprisonnement à vie, ce qui reflète la gravité de son rôle présumé dans le trafic de milliers de kilogrammes de drogue illicite vers les États-Unis et sa participation à des actes d'une extrême violence qui ont marqué les premières années de la guerre moderne de la drogue au Mexique. Son extradition vers les États-Unis, le 27 février 2025, a été effectuée en vertu de la loi mexicaine sur la sécurité nationale plutôt qu'en vertu d'une extradition formelle, une procédure controversée qui a contourné les exigences traditionnelles des traités. Ce transfert accéléré a eu lieu après que Caro Quintero eut déposé de nombreux recours pour bloquer son extradition, y compris un dernier recours en février 2025 qui semblait lui accorder un sursis. Cependant, les autorités mexicaines, sous la présidence de M. Sheinbaum, ont procédé au transfert, rejetant son appel puisqu'il n'était plus en cours de traitement au Mexique. Ces manœuvres juridiques ont mis en évidence les dimensions internationales complexes de l'affaire et la détermination des deux gouvernements à faire en sorte qu'il soit traduit en justice. Le meurtre de Camarena, qui allait finalement sceller son destin, a été particulièrement brutal, même selon les critères des cartels. L'agent de la DEA a été kidnappé, torturé pendant des heures et tué lors d'un crime qui a choqué les deux nations et a fondamentalement changé la façon dont les États-Unis abordaient la guerre de la drogue au Mexique. Après avoir passé 28 ans dans une prison mexicaine, Caro Quintero a été libéré de manière controversée pour vice de forme en 2013, mais la décision a été annulée et il est redevenu un fugitif jusqu'à son arrestation en 2022. Pendant ces années de liberté, il aurait repris le trafic de drogue en tant que haut responsable du cartel de Sinaloa, démontrant ainsi que l'âge n'avait pas diminué sa capacité d'entreprendre des activités criminelles. Au 4 juillet 2025, il n'y a eu aucune mise à jour de l'affaire Caro Quintero, au-delà de sa mise en accusation le 28 février 2025. Le procès n'a pas encore eu lieu et pourrait prendre des années avant qu'il ne commence, étant donné la complexité des charges et les possibilités d'appel. L'affaire est supervisée par le juge Frédéric Bloch, un juge fédéral âgé de 91 ans, connu pour sa longévité et ses affaires très médiatisées, dans ce qui pourrait être un procès épuisant, susceptible d'aboutir à la peine de mort. Si le comportement de Caro Quintero dans la salle d'audience reste celui du défi plutôt que de la soumission, son cas ouvre la voie à l'examen d'une autre génération de chefs de cartel qui se retrouveraient dans des circonstances similaires, à commencer par les frères Treviño Morales, qui ont dirigé l'organisation notoirement violente des Los Zetas. Miguel Ángel Treviño Morales, Z40. L'héritage brutal du commandant des États. Le 14 mars 2025, Miguel Ángel Treviño Morales a comparu devant un tribunal fédéral de Washington, D.C., pour répondre à des chefs d'accusation susceptibles d'entraîner une peine de prison à perpétuité ou la mort.
marquant ainsi la chute spectaculaire de l'homme autrefois connu comme l'un des chefs de cartel les plus redoutés du Mexique. Devant le tribunal, l'ancien commandant de Los Zetas, connu sous le surnom effrayant de Z40, a plaidé non coupable d'une multitude de chefs d'accusation, dont ceux de participation à une entreprise criminelle continue, de complot pour meurtres multiples et d'utilisation d'armes à feu dans le cadre de crimes liés au trafic de stupéfiants. L'atmosphère de la salle d'audience était tendue lorsque les procureurs ont détaillé les allégations qui le décrivent comme l'architecte de certaines des violences les plus odieuses de l'histoire de la guerre de la drogue au Mexique. Treviño Morales a été arrêté le 15 juillet 2013 par des marines mexicains à Anahuac, dans le Nuevo León, Mexique, lors d'une opération menée sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, ce qui contraste fortement avec la violence explosive qui a défini sa carrière criminelle. Au moment de sa capture, les autorités l'ont trouvé en possession de 2 millions de dollars en liquide, de 8 armes et de munitions, preuve matérielle de la vaste entreprise criminelle qu'il avait dirigée. Cette arrestation a été saluée comme une grande victoire pour les forces de l'ordre mexicaines, car Treviño Morales était l'un des hommes les plus recherchés du pays, les autorités mexicaines et américaines ayant offert des récompenses, totalisant des millions de dollars pour sa capture. Son extradition vers les États-Unis a eu lieu le 27 février 2025, dans le cadre d'un transfert historique de 29 trafiquants de drogue du Mexique, exécutés en vertu de la loi mexicaine sur la sécurité nationale, plutôt que des procédures d'extradition traditionnelles. Cette méthode controversée a permis de contourner les exigences formelles des traités, mais elle reflétait l'urgence pour les deux gouvernements de traduire en justice ces criminels de haut vol. Le transfert a marqué la fin de plus d'une décennie d'incarcération au Mexique, où Treviño Morales a continué à exercer son influence depuis les barreaux, dirigeant prétendument les opérations du cartel, même en prison. Les charges retenues contre Miguel Ángel Treviño Morales ressemblent à un catalogue des crimes fédéraux les plus graves que l'on puisse imaginer. Il est accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle continue, impliquant de multiples complots de meurtre, d'avoir conspiré pour fabriquer et distribuer de grandes quantités de cocaïne et de marijuana destinées aux États-Unis et d'avoir utilisé des armes à feu, y compris une mitrailleuse, pendant et en relation avec des crimes liés au trafic de stupéfiants. Ces chefs d'accusation sont passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, ce qui reflète la gravité des crimes reprochés à l'accusé et son rôle de chef de file dans ce que les procureurs décrivent comme l'une des organisations criminelles les plus violentes de l'histoire. L'ampleur de la violence attribuée à son organisation est stupéfiante. Sous son commandement, Los Zetas ont été responsables de massacres, de la disparition systématique de milliers de personnes et de la corruption de gouvernements municipaux entiers. Leur influence s'étendait bien au-delà du trafic de drogue et englobait le trafic d'êtres humains, les enlèvements, l'extorsion et le contrôle d'entreprises légitimes par l'intimidation et la violence. La portée de l'organisation était telle que des régions entières du Mexique sont tombées sous son contrôle de facto, les autorités locales étant soit corrompues, soit trop terrifiées pour résister. À la date du 4 juillet 2025, aucune information publique n'est disponible sur sa condamnation, ce qui laisse supposer que l'affaire est toujours en phase d'instruction et que des procédures judiciaires sont en cours, telles que des requêtes préalables au procès, des interrogatoires préalables ou des négociations de plaidoyer. La complexité de la poursuite d'une affaire aussi médiatisée, combinée aux nombreuses preuves que les procureurs doivent présenter, signifie qu'il peut s'écouler des années avant qu'une solution définitive ne soit trouvée. Les dimensions internationales de l'affaire, qui impliquent une coopération entre les services répressifs mexicains et américains, ajoutent encore à la complexité de la procédure. L'héritage de violence et de terreur que représente Miguel Ángel Treviño Morales est un rappel brutal du coût humain de la guerre de la drogue et prépare le terrain pour l'examen de son frère Omar, qui héritera de la direction de l'organisation et poursuivra ses opérations brutales jusqu'à ce qu'il soit lui-même capturé et extradé. Omar Treviño Morales, Nazet 42, l'héritier de la violence. Le 14 mars 2025, Omar Treviño Morales a comparu aux côtés de son frère devant un tribunal fédéral de Washington, D.C., où il a plaidé non coupable d'un large éventail de chefs d'inculpation susceptibles d'entraîner la mort ou la réclusion à perpétuité. Le cadet des frères Treviño, connu sous le nom de code Z42, s'est présenté devant le juge Robin M. Merriweather, magistrat américain, alors que les procureurs exposaient les allégations qui le décrivaient comme le successeur de l'héritage violent de son frère et l'un des principaux architectes du règne de terreur de Los Zetas. Son attitude dans la salle d'audience reflétait la gravité de la confrontation avec le système judiciaire américain, après des années passées à la tête de l'une des organisations criminelles les plus redoutées du Mexique. Omar Treviño Morales a été arrêté le 4 mars 2015 à Fuentes del Valle.
un quartier huppé de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, Mexique, lors d'une opération menée par la police fédérale et l'armée mexicaine. L'arrestation s'est déroulée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, ce qui témoigne du soin apporté à la préparation de la capture d'une cible d'une telle importance. Au moment de son arrestation, les autorités ont saisi 6 kilos de cocaïne et de marijuana, des fusils et une grenade, ce qui constitue une preuve immédiate de son implication continue dans des activités criminelles. L'opération a également permis de mettre la main sur son opérateur financier, Carlos Arturo Jiménez Encinas, ainsi que sur 4 autres personnes, démontrant ainsi l'étendue du réseau qui soutenait ses opérations. Après l'arrestation de son frère en juillet 2013, Omar avait pris la tête de Los Zetas, assumant un rôle qui faisait de lui l'un des hommes les plus recherchés du Mexique. Le département d'État américain a offert une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation et/ou à sa condamnation, soulignant ainsi l'importance qu'il revêt dans les priorités des forces de l'ordre américaines. La DEA s'est félicitée de sa capture car elle a permis de frapper le cœur de la structure de direction du cartel, décapitant effectivement la hiérarchie de l'organisation en l'espace de 2 ans. Son extradition vers les États-Unis a eu lieu le 27 février 2025, dans le cadre du même transfert historique qui a permis à son frère et à 27 autres trafiquants de drogue de premier plan d'être placés en détention aux États-Unis. Ce transfert a été effectué en vertu de la loi mexicaine sur la sécurité nationale, contournant ainsi les procédures d'extradition traditionnelles, ce qui a représenté un changement important dans la coopération bilatérale sur les affaires de trafic de drogue. L'arrivée simultanée des 2 frères sur le sol américain a marqué un tournant dans les efforts déployés depuis longtemps pour démanteler la structure de direction de Los Zetas. Les charges fédérales retenues contre Omar Treviño Morales comprennent certains des crimes les plus graves du système juridique américain. Il est accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle continue, d'avoir conspiré pour distribuer de grandes quantités de cocaïne et de marijuana en vue de leur importation aux États-Unis, d'avoir utilisé des armes à feu, y compris des mitrailleuses, lors de crimes liés au trafic de drogue, et d'avoir conspiré pour blanchir de l'argent à l'échelle internationale. Le ministère de la Justice l'accuse d'avoir utilisé la violence comme principal moyen de contrôle territorial, notamment en participant au tristement célèbre massacre d'Allende en 2011, au cours duquel près de 300 personnes ont été tuées dans l'un des plus terribles épisodes de violence des cartels de l'histoire du Mexique. Les accusations portées contre Omar vont bien au-delà du simple trafic de drogue. Selon l'acte d'accusation, lui et son frère ont acheminé chaque semaine des centaines de kilogrammes de cocaïne sur le territoire américain et ont participé à des conspirations visant à tuer des membres du gouvernement mexicain, des citoyens mexicains, des membres de cartels rivaux, des membres du gouvernement guatémaltèque et des trafiquants de drogue guatémaltèques. En 2019, un juge fédéral mexicain a condamné Omar Treviño Morales à 18 ans de prison pour des opérations impliquant des fonds d'origine illégale et la possession d'armes à feu illégales. Une peine qu'il a purgée au Mexique avant son extradition pour répondre aux accusations américaines plus graves. Pendant son incarcération au Mexique, des allégations persistantes ont laissé entendre qu'il continuait à contrôler les opérations du cartel depuis la prison, ce qui met en évidence les difficultés rencontrées par les autorités pour neutraliser complètement son influence, même pendant son incarcération. Au 4 juillet 2025, il n'y a pas d'informations sur la sentence aux États-Unis, l'affaire restant probablement dans la phase d'instruction. La complexité des poursuites dans les affaires de criminalité organisée internationale, combinée aux nombreuses preuves qui doivent être présentées et aux possibilités d'appel, signifie qu'il faudra peut-être attendre des années avant qu'une décision définitive soit prise. Le précédent créé par d'autres poursuites de cartels très médiatisés suggère que ces affaires peuvent prendre beaucoup de temps avant d'aboutir, en particulier lorsqu'elles impliquent des accusés d'une telle importance. Les affaires des frères Treviño illustrent le long bras de la justice américaine qui franchit les frontières pour demander des comptes aux responsables de la violence et du trafic de drogue qui affectent les communautés américaines, créant ainsi un précédent pour l'examen d'autres chefs de cartel qui feraient l'objet de poursuites similaires, notamment Vicente Carrillo Fuentes du cartel de Juárez. Vicente Carrillo Fuentes, le dernier combat du vice-roi. Vicente Carrillo Fuentes a comparu devant un tribunal fédéral de New York le 28 février 2025, où il a plaidé non coupable à des accusations de gestion d'une entreprise criminelle pouvant entraîner la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. Devant le juge Robert M. Levy, l'ancien chef du cartel de Juárez, connu sous le nom d'Elvis Roy, a fait face à l'aboutissement d'une odyssée judiciaire de 10 ans qui a commencé avec sa capture en 2014. L'homme qui avait autrefois commandé l'une des plus puissantes organisations de trafic de drogue du Mexique se retrouvait maintenant dans l'environnement stérile d'un tribunal américain, bien loin des rues violentes de Ciudad Juárez où son empire criminel s'était épanoui.
Carrillo Fuentes a été arrêté le 9 octobre 2014 à Torreón, dans l'état de Coahuila, au Mexique, par la police fédérale mexicaine lors d'un contrôle de routine. L'arrestation s'est déroulée sans coup de feu et il a été détenu avec l'un de ses gardes du corps, ce qui représente une victoire importante en matière de renseignement pour les forces de l'ordre. Sa capture est d'autant plus remarquable qu'elle est intervenue au cours d'une période de violence intense dans la région et qu'elle a marqué la deuxième arrestation d'un grand baron de la drogue en l'espace de quelques semaines, ce qui témoigne de l'accélération des efforts déployés par le Mexique pour démanteler les structures dirigeantes des cartels. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette arrestation. Vicente Carrillo Fuentes avait pris la tête du cartel de Juárez après la mort de son frère, Amado Carrillo Fuentes, connu sous le nom de Seigneur du Ciel, lors d'une opération de chirurgie plastique bâclée en 1997. Sous la direction de Vicente, l'organisation a été impliquée dans certaines des violences les plus intenses que le Mexique ait jamais connues, en particulier la brutale guerre de territoire avec le cartel de Sinaloa qui a fait de Ciudad Juárez l'une des villes les plus dangereuses du monde. Les États-Unis ont offert une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation et ou à sa condamnation, soulignant ainsi son importance pour les priorités américaines en matière d'application de la loi. Son extradition vers les États-Unis a eu lieu le 27 février 2025, dans le cadre du transfert historique de 29 trafiquants de drogue du Mexique, exécutés en vertu de la loi mexicaine sur la sécurité nationale, plutôt que des procédures formelles d'extradition. Ce transfert a eu lieu après des années de manœuvres juridiques et d'appels, mettant en évidence les cadres juridiques internationaux complexes qui régissent de telles affaires. Le caractère accéléré de son transfert reflète la détermination des deux gouvernements à faire en sorte qu'il soit traduit en justice pour des crimes qui ont affecté les deux pays. Les charges retenues contre Vicente Carrillo Fuentes couvrent tout l'éventail des crimes fédéraux graves. Il est accusé de diriger une entreprise criminelle continue, de conspiration en vue d'importer et de posséder avec l'intention de distribuer de la cocaïne et de la marijuana, d'infractions liées aux armes à feu, de blanchiment d'argent et de subornation de témoins. Les accusations de subornation de témoins sont particulièrement graves, car elles impliquent des allégations de meurtre intentionnel d'individus pour empêcher la communication avec les forces de l'ordre américaines, ce qui démontre les limites extrêmes auxquelles il aurait été confronté pour protéger son organisation criminelle. Le violent conflit qui a caractérisé le mandat de Vicente à la tête du cartel de Juárez a constitué l'un des chapitres les plus sanglants de la guerre de la drogue au Mexique. Les guerres de territoire, en particulier avec le cartel de Sinaloa, ont fait des milliers de morts à Ciudad Juárez, avec près de 10 000 personnes décédées au cours des 8 dernières années en raison de la violence des cartels. La ville est devenue synonyme de violence extrême, avec des fusillades quotidiennes, des fosses communes et des exécutions publiques devenues monnaie courante. Cette violence n'était pas simplement un sous-produit du trafic de drogue, mais une stratégie délibérée visant à maintenir le contrôle du territoire et à intimider les rivaux et les forces de l'ordre. Le ministère de la Justice l'accuse d'avoir importé des milliers de kilogrammes de cocaïne aux États-Unis, d'avoir conspiré pour assassiner des rivaux et d'avoir engrangé des dizaines de millions de dollars en profits liés au trafic de drogue. Ces allégations dressent le portrait d'une entreprise criminelle qui opérait à grande échelle, avec des réseaux logistiques sophistiqués, des capacités de corruption étendues et une volonté d'utiliser une violence extrême pour atteindre ses objectifs. L'ampleur financière de ces opérations présumées démontre les énormes profits qui ont alimenté la violence et la corruption associées à son organisation. Le 14 septembre 2021, un tribunal mexicain a condamné Vicente Carrillo Fuentes à 28 ans de prison pour crimes organisés, blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et infraction à la législation sur les armes. Une sentence qui a été prononcée près de 7 ans après son arrestation, à la suite de nombreuses manœuvres juridiques. Cette longue procédure judiciaire au Mexique a démontré la complexité des poursuites dans les affaires de cartels de premier plan et les ressources que les défendeurs peuvent mobiliser pour retarder les procédures. Toutefois, cette condamnation mexicaine a été remplacée par l'extradition de l'accusé, qui devra répondre d'accusations plus graves aux États-Unis. Des audiences ont été prévues les 24 et 25 juin 2025 à Brooklyn, dans l'État de New York, au cours desquelles il pourrait éventuellement parvenir à un accord. Par exemple, un accord de plaidoyer pour éviter la prison à vie. Cependant, à la date du 4 juillet 2025, il n'y a aucune mise à jour publique sur les résultats de ces audiences, ce qui suggère que les procédures judiciaires sont toujours en cours. Le cas de Vicente Carrillo Fuentes illustre les conséquences à long terme de la direction de grandes organisations de trafic de drogue, démontrant que la portée de la justice américaine s'étend au-delà des décennies et des frontières pour faire répondre de leurs actes les responsables de la violence et du trafic de drogue qui affectent les communautés américaines,
préparant ainsi le terrain pour l'examen de la prochaine génération de chefs de cartel, y compris ceux de l'organisation de Sinaloa. Ismael El Mayo Zambada, la chute du dernier Don. Ismael El Mayo Zambada a comparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn, New York, le 13 septembre 2024, où il a plaidé non coupable de 17 chefs d'accusation susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort. Le cofondateur du cartel de Sinaloa, âgé de 76 ans et se déplaçant en fauteuil roulant en raison de problèmes de santé, a marqué la fin d'une ère dans le crime organisé mexicain. Sa comparution devant le tribunal a marqué la chute spectaculaire d'un homme qui avait échappé à la capture pendant plus de 35 ans, tout en construisant l'un des plus puissants empires de trafic de drogue au monde, aux côtés de Joaquín El Chapo Guzmán. Zambada a été arrêté le 25 juillet 2024 à El Paso, au Texas, dans le cadre d'une opération d'infiltration complexe orchestrée par les services de sécurité intérieure et le FBI. L'opération était remarquable pour sa tromperie. Zambada a été incité à monter à bord d'un avion privé par Joaquín Guzmán López, le fils d'El Chapo, sous prétexte d'inspecter des pistes d'atterrissage clandestines dans le nord du Mexique. Au lieu de cela, il a été conduit jusqu'à un aérodrome privé à l'extérieur d'El Paso, où il a été appréhendé par des agents fédéraux. Cette arrestation a été saluée comme une réussite majeure, compte tenu de sa longue tradition d'évasion et de son statut de baron de la drogue parmi les plus puissants du monde. Avant son arrestation, la DEA avait offert une récompense pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture, reflétant ainsi son importance en tant que cible pour les forces de l'ordre américaines et la priorité accordée au démantèlement de la direction de l'organisation Sinaloa. Les charges retenues contre Ismael Zambada couvrent tout l'éventail des crimes fédéraux graves associés à la direction d'une importante organisation de trafic de drogue. Il doit répondre de 17 chefs d'accusation, dont trafic de drogue, association de malfaiteurs en vue de distribuer du fentanyl, de la cocaïne, de l'héroïne, de la méthamphétamine et de la marijuana, infraction à la législation sur les armes à feu, blanchiment d'argent et poursuite d'une activité criminelle. L'accusation d'entreprise criminelle continue est assortie d'une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité en cas de condamnation, ce qui reflète la gravité de son rôle de leader présumé dans ce que les procureurs décrivent comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus dangereuses de l'histoire. L'organisation criminelle de Zambada était responsable du trafic de quantités massives de drogues aux États-Unis, contribuant de manière significative à la crise des opioïdes par la distribution de fentanyl. Les chefs d'inculpation découlent du fait qu'il a dirigé pendant des décennies le cartel de Sinaloa, qui a été impliqué dans le trafic de dizaines de tonnes de drogue, milliers de kilogrammes de drogue vers les États-Unis, opérations qui ont généré des milliards de dollars de profits tout en alimentant la dépendance et la violence de part et d'autre de la frontière. La portée de son organisation allait bien au-delà du simple trafic de stupéfiants et englobait le blanchiment d'argent, la corruption de fonctionnaires et l'exploitation de réseaux logistiques sophistiqués s'étendant sur plusieurs continents. Le procureur Francisco Navarro l'a décrit comme l'un des plus puissants, sinon le plus puissant, baron de la drogue au monde, lors de sa mise en accusation, soulignant ainsi son importance dans le commerce mondial de la drogue. Le 15 janvier 2025, Zambada a entamé des négociations avec les procureurs fédéraux de Brooklyn, à New York, en vue d'une éventuelle résolution de l'affaire avant le procès. Ces négociations ont été compliquées par le fait que son fils, Vicente Zambada, pourrait témoigner contre lui, créant ainsi des conflits d'intérêts potentiels pour son avocat. Au cours d'une audience, Zambada a exprimé son vif désir de voir son avocat actuel continuer à le représenter, malgré ses conflits potentiels, déclarant qu'il préférait la continuité dans sa représentation juridique. Au 4 juillet 2025, aucun rapport public ne fait état d'une conclusion de procès, d'un accord de plaidoyer ou d'une condamnation, ce qui suggère que l'affaire reste dans la phase d'instruction avec des négociations ou des procédures judiciaires en cours. La complexité de la poursuite d'une affaire aussi médiatisée, combinée aux nombreuses preuves qui doivent être présentées et aux dimensions internationales impliquées, signifie que la résolution finale peut prendre des années. Le précédent créé par d'autres grandes affaires de cartel suggère que ces procédures peuvent être des affaires de longue haleine, nécessitant des manœuvres juridiques minutieuses de la part de toutes les parties impliquées. Nous examinerons ensuite un autre personnage dont la coopération a déjà fondamentalement modifié les poursuites engagées contre les dirigeants des cartels. Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, l'empereur déchu. La condamnation de Joaquín El Chapo Guzmán, le 12 février 1919, à l'issue d'un procès de 3 mois à Brooklyn, New York, a marqué la fin de l'une des carrières criminelles les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Debout devant le juge de district américain Brian M. Cogan, au moment de la lecture du verdict, l'ancien chef du cartel de Sinaloa a dû faire face à la réalité. Son règne de plusieurs décennies,
en tant que l'un des barons de la drogue les plus puissants au monde, avait pris fin définitivement. L'homme qui s'était évadé de 2 prisons mexicaines de haute sécurité et qui avait échappé à toute capture pendant plus de 10 ans, se trouvait confronté à la perspective de passer le reste de sa vie dans une prison américaine de haute sécurité. La dernière arrestation d'El Chapo avant son extradition a eu lieu le 8 janvier 2016 à Los Mochis, dans l'état de Sinaloa, lors d'une opération coordonnée par les forces de sécurité mexicaines. Cette capture fait suite à un tuyau des autorités américaines et a donné lieu à une fusillade spectaculaire, Guzman tentant de s'enfuir par les égouts avant d'être appréhendé. Cette arrestation représentait l'aboutissement d'une chasse à l'homme intensive qui avait duré des années et impliquait une coopération entre les services répressifs mexicains et américains au plus haut niveau. Son parcours criminel a été marqué par des évasions extraordinaires qui sont devenues légendaires dans les annales du crime organisé. Il a été arrêté pour la première fois au Guatemala en 1993 et extradé au Mexique, où il s'est évadé le 19 janvier 2001 en se cachant dans un chariot de blanchisserie, échappant ainsi à toute capture pendant plus de 10 ans. Il a été arrêté à nouveau le 22 février 2014 à Mazatlan, dans l'état de Sinaloa, mais s'est à nouveau évadé le 11 juillet 2015 par un tunnel sophistiqué creusé dans sa cellule à la prison d'Altiplano, mettant en évidence les ressources du cartel et l'étendue de la corruption au sein du système pénitentiaire mexicain. Son extradition vers les États-Unis le 19 janvier 2017 a eu lieu lors de la dernière nuit du mandat du président Obama, après qu'un tribunal fédéral mexicain a rejeté son appel visant à bloquer le transfert. Il a été transporté par avion de Ciudad Juárez à l'aéroport MacArthur de Long Island, à Islip, dans l'État de New York, marquant ainsi le début de sa confrontation avec le système judiciaire américain. Le moment choisi pour son extradition a été considéré comme un succès diplomatique important et a représenté des années de négociations entre les deux gouvernements. Les charges retenues contre Joaquín Guzmán couvrait toute l'étendue de son empire criminel. 10 chefs d'accusation fédéraux ont été retenus contre lui. Chef principal d'une entreprise criminelle continue, trafic de stupéfiants, utilisation d'armes à feu dans le cadre de crimes liés à la drogue et blanchiment d'argent. Le chef d'accusation d'entreprise criminelle continue était assorti d'une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité, reflétant son rôle de leader dans ce que les procureurs ont décrit comme l'une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes et les plus violentes de l'histoire. Le procès qui s'est ouvert le 5 novembre 2018 a été qualifié de procès du siècle en raison de sa notoriété et de l'ampleur de la couverture médiatique. Les débats ont donné lieu à des témoignages d'anciens membres du cartel, à des communications interceptées et à des preuves du recours à la violence par Guzmán, notamment en ordonnant des meurtres et de sa capacité à corrompre des responsables gouvernementaux au plus haut niveau. Le procès a révélé les rouages du cartel de Sinaloa dans des détails sans précédent, donnant un aperçu de ses opérations, de sa structure et de ses méthodes, qui étaient jusqu'alors des secrets bien gardés. Le 17 juillet 2019, le juge Kogan a condamné El Chapo à une peine d'emprisonnement à perpétuité plus de 30 ans, la peine d'emprisonnement à perpétuité étant obligatoire pour l'accusation d'entreprise criminelle continue. Les 30 années supplémentaires devaient être consécutives à la peine d'emprisonnement à perpétuité et il a été condamné à payer 12,6 milliards de dollars de confiscation, représentant le produit de ses activités criminelles. Le procureur général William P. Barr a souligné que cette condamnation envoyait un message clair aux autres barons de la drogue. La justice américaine les poursuivra, quel que soit leur pouvoir ou leur influence. La portée des activités criminelles de Guzmán allait bien au-delà du simple trafic de drogue. Son organisation est responsable d'innombrables meurtres, enlèvements et actes de violence destinés à maintenir le contrôle du territoire et à éliminer les rivaux. Sous sa direction, le cartel a corrompu des fonctionnaires, des membres des forces de l'ordre et des officiers de l'armée, créant ainsi un réseau d'influence qui a atteint les plus hautes sphères de la société mexicaine. Cette corruption n'était pas simplement transactionnelle mais systématique, impliquant des relations à long terme qui fournissaient protection et renseignements aux opérations du cartel. Des développements récents ont montré qu'El Chapo continuait à lutter contre sa condamnation depuis sa cellule à ADX Florence, Colorado, où il se représente lui-même dans des affaires juridiques. Il a déposé des lettres manuscrites demandant un nouveau procès, invoquant une extradition illégale, des restrictions carcérales excessives, des preuves exclues, une mauvaise conduite du procureur et un conseil inefficace. En décembre 2023, un tribunal américain a rejeté son appel en faveur d'un réexamen de la peine, le juge Brian Kogan rejetant les demandes d'habeas corpus, déclarant que la condamnation était légale malgré ses allégations de conditions de procès inéquitables. L'héritage de Joaquín El Chapo Guzmán va bien au-delà de son cas individuel, car sa condamnation a marqué un tournant dans la poursuite des chefs de cartel mexicains
et a démontré la portée de la justice américaine au-delà des frontières internationales. Les arrestations ultérieures de ses fils et leur coopération avec les autorités s'inscrivent dans la continuité de ce bilan juridique, la prochaine génération de dirigeants de cartels devant faire face aux conséquences de l'héritage de l'empire criminel de leur père. Depuis le 4 juillet 2025, El Chapo est toujours incarcéré à l'ADX de Florence, où il purge sa peine d'emprisonnement à perpétuité plus 30 ans, ses efforts juridiques pour faire annuler sa condamnation n'ayant pas été couronnés de succès. Son affaire a créé d'importants précédents pour la poursuite des affaires de trafic de drogue internationales et a démontré l'efficacité de la coopération entre les services répressifs mexicains et américains pour traduire en justice des criminels de premier plan. Des plaidoyers désespérés de patriarches de cartels vieillissants à la coopération calculée d'une nouvelle génération en quête de rédemption, ces drames judiciaires révèlent comment la justice américaine a systématiquement démantelé les structures de direction des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique. La transformation de ces caïds autrefois intouchables en criminels condamnés et en témoins coopératifs ne marque pas seulement une prise de conscience individuelle, mais l'effondrement d'empires criminels qui ont terrorisé des nations entières et alimenté l'épidémie de drogue la plus meurtrière de l'histoire de l'Amérique.